Bienvenue dans notre analyse approfondie. Août 2025, ce n'était clairement pas le mois pour faire la sieste sur les marchés. Loin de là. Entre les signaux, majeurs envoyés par les banques centrales, des tensions géopolitiques devenues très concrètes et une volatilité assez folle sur les cryptos, on peut dire que c'était un mois charnière, non? Pour décrypter tout ça, aujourd'hui, on va se plonger dans le tout premier numéro d'une publication particulièrement intéressante, AS4WOG for You. C'est un bulletin d'infos conçu par la communauté AnyTrader, spécifiquement pour les traders, les investisseurs actifs dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Une source riche en données brutes, en analyses pointues aussi. Notre mission aujourd'hui, extraire l'essentiel de ce mois d'août, comprendre ce qui a vraiment bougé, quels sont les signaux forts à retenir, ce qui pourrait dessiner peut-être les tendances des mois à venir. Oui, effectivement. La lecture de ce premier numéro d'Aswa 9-4U, ça confirme qu'août a marqué des ruptures notables. Plusieurs grands thèmes émergent et méritent vraiment qu'on s'y arrête. D'abord, une faiblesse, oui, assez spectaculaire du dollar américain. Ensuite, une rotation géographique des investissements qui semble s'accélérer. Il y a aussi eu, bien sûr, les montagnes russes sur le marché des crypto-monnaies, assez impressionnant. Et enfin, un point crucial, la manière dont la politique, la géopolitique ne sont plus juste des bruits de fond, mais des facteurs directs d'impact sur les portefeuilles. D'accord, alors allons-y. Commençons par cette vue d'ensemble. Qu'est-ce qui a rendu le mois d'août si particulier selon cette analyse d'Aswanov 4U? Le point de départ, c'est vraiment cette faiblesse marquée du dollar US. L'indice dollar, le DXY, qui mesure sa force face à un panier d'autres devises majeures, il a perdu 3,5% en août. D'après la publication, c'est sa pire performance mensuelle depuis 2017. Ah oui, quand même. Oui. Et la cause principale identifiée, c'est l'anticipation croissante d'un changement de politique de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Un dollar qui baisse autant, ça peut pas être anodin. L'analyse fait un lien avec une rotation internationale des capitaux. Absolument. C'est une des conséquences directes qui sont mises en lumière. On constate un mouvement significatif, enfin un déplacement notable des flux d'investissement qui sortent des actions américaines pour aller vers l'Europe, vers d'autres marchés mondiaux. Les chiffres cités sont parlants. Les actions espagnoles, plus 32% depuis le début de l'année. Les allemandes, plus 22,7%. Et SWA4XU va jusqu'à parler d'un phénomène de désaméricanisation des portefeuilles. Désaméricanisation. C'est un terme fort, oui. Ça suggère une tendance de fond. Voilà un terme qui marque les esprits, en effet. Et pendant ce temps, sur le front des cryptos, l'ambiance était Électrique, c'est ça. C'est le moins qu'on puisse dire. La publication détaille un flash crash. Une chute brutale, rapide, survenue mi-août. Spectaculaire. Mais ce qui est aussi notable, c'est la reprise qui a suivi. Apparemment alimentée en partie par des achats institutionnels significatifs. Un chiffre frappant. Les flux entrants dans les ETF Ethereum, ces fonds négociés en bourse qui permettent de s'exposer à l'Ether, ont dépassé les 3 milliards de dollars. 3 milliards. Oui. Et au milieu de cette tempête, une crypto comme Chronos, CRO, a explosé de plus 39,7% sur le mois d'août seul. Une illustration parfaite de la volatilité extrême, mais aussi de cet intérêt institutionnel qui persiste, donc. Et comment les banques centrales, elles, ont joué leur partition dans ce contexte? C'est un autre élément clé souligné, la divergence croissante des politiques monétaires. D'un côté, la Fed, comme on l'a dit, a laissé entendre qu'un assouplissement pourrait venir. De l'autre, des institutions comme la Banque centrale européenne, la BCE, ou la Bank of England, elles semblent rester sur une ligne plus ferme. D'accord. Cette divergence, ça crée un terrain de jeu intéressant pour les stratégies de trading basées sur les différentiels de taux ou de politique monétaire. Et pour compléter ce tableau déjà bien chargé, la géopolitique s'est rappelée au bon souvenir des investisseurs, j'imagine. Oui, l'analyse insiste là-dessus. L'ajout d'une prime de risque géopolitique perceptible. Des événements comme le sommet très médiatisé entre Trump et Poutine en Alaska, ça a rendu ce risque tangible. Ce n'est plus théorique, quoi. Ça a un impact direct sur les décisions d'allocation d'actifs, comme on va le voir. Un décor bien planté. Alors, plongeons dans le premier événement majeur, disséqué par ASEVA 9-4U, le symposium de Jackson Hole, fin août. C'est un rendez-vous toujours très attendu, ça. Qu'est-ce qui en est ressorti d'essentiel? Jackson Hole, oui, c'est traditionnellement là que les banquiers centraux, et surtout la Fed, donnent des indications importantes sur leur vision, leur trajectoire future. Le thème cette année, c'était les marchés du travail en transition. Bon. Mais le moment clé, ça a été le discours du président de la Fed, Jérôme Powell, le 22 août. L'élément central retenu par la source, c'est ce changement de ton.
prudent, mais notable. Powell a indiqué que la balance des risques semble évoluer. Une formule interprétée comme ouvrant la porte à de futures baisses de taux. Hmm. C'est ce que beaucoup appellent le pivot de Powell. Un pivot, même prudent, c'est un signal fort. Est-ce que ce changement de discours s'accompagne de modifications plus techniques dans leur approche, d'après la source? Oui. 2 points sont relevés. Premièrement, l'abandon formel du ciblage moyen de l'inflation. C'était une stratégie adoptée en 2020 qui visait, en théorie, à laisser l'inflation dépasser un peu la cible après des périodes où elle était trop basse. Bon, dans le contexte d'inflation élevée des dernières années, cette approche était devenue, disons, difficile à maintenir et à communiquer. Logique. Deuxièmement, un changement de vocabulaire. Subtil mais significatif concernant le marché de l'emploi. La Fed parle maintenant d'écart par rapport au plein emploi et non plus de manque. Ah oui. Oui, ça pourrait suggérer une vision moins rigide, acceptant potentiellement un taux de chômage légèrement plus élevé si l'inflation le justifie par exemple. Intéressant de voir ces ajustements. Et la réaction des marchés, elle a été à la hauteur de l'événement? D'après ASAW 94U, oui, la réaction a été assez immédiate. On a vu une baisse du dollar, comme on l'évoquait, et une hausse des actifs considérés comme plus risqués, ou en tout cas qui bénéficient d'anticipation de taux plus bas. L'or, les indices boursiers US et même le Bitcoin ont réagi positivement. D'accord. Les marchés ont clairement interprété ça comme un signal potentiellement plus accommodant à venir. La publication aborde aussi le contexte politique autour de la Fed à ce moment-là, un sujet sensible. Comment est-ce que c'est présenté? Alors, l'analyse rapporte les faits tels qu'ils sont publiquement connus, de manière neutre. Elle mentionne les critiques renouvelées de l'ancien président Trump envers Powell, l'exhortant à baisser les taux plus agressivement. Elle évoque aussi la controverse autour de la gouverneure Lisa Cook, avec une tentative de révocation lancée le 26 août. Basée sur des allégations qu'elle a publiquement qualifiées de politiques. Elle a d'ailleurs refusé de démissionner. Ce que la source souligne, c'est que ces événements, rapportés factuellement, alimentent le débat sur l'indépendance de la Fed. Elle note aussi une différence d'approche face à ce genre d'incertitude. Les institutionnels tendent à réduire le risque en amont, à analyser froidement, tandis que le conseil pour les investisseurs particuliers, relayé dans la publication, c'est plutôt d'éviter les réactions impulsives, de privilégier la diversification et une vision à plus long terme. Une approche pragmatique. Passons maintenant à la scène géopolitique directe. Le sommet Trump-Poutine en Alaska, le 15 août, beaucoup d'attentes, beaucoup de commentaires. Quelle est l'analyse qu'en fait ASW 984U? La publication met en contraste les attentes et la réalité. Côté russe, Poutine était venu avec une délégation axée sur l'économie, laissant espérer des discussions sur le commerce, les investissements. Mais la rencontre a été écourtée 3h30 au lieu des 6 ou 7 prévus. Ah oui? Et surtout, aucun accord significatif n'a été annoncé publiquement. Donc un résultat un peu en demi-teinte, quoi. Quelles sont les implications tirées par la source? L'implication principale, c'est la persistance de l'incertitude, notamment sur des dossiers clés comme la sécurité énergétique en Europe ou le futur des sanctions contre la Russie. La source note aussi un possible gain d'image pour Poutine, qui passe d'un statut de quasi-paria sur la scène internationale à celui d'invité reçu sur le sol américain. Concrètement, pour les investisseurs, ça renforce l'idée qu'il faut intégrer ce risque géopolitique dans les stratégies, avec des implications potentielles pour les secteurs de l'énergie, de la défense ou encore pour l'attractivité relative des actions européennes. Par contre, sur le dossier ukrainien, l'analyse ne relève aucune avancée notable issue de ce sommet. D'accord. Et toujours sur le front international, mais côté commerce cette fois, la situation des tarifs douaniers américains en août semble avoir été particulièrement agitée, complexe si on en croit ce document. C'est exact. ASW 949 décrit une mise en place assez soudaine, début août, de ce que l'administration américaine a qualifié de tarif réciproque. L'idée générale, c'était un tarif de base de 10%, appliqué à de nombreux pays, mais avec des exceptions notables et des taux bien plus élevés pour certains. Par exemple, Par exemple, 20% pour l'Algérie ou 30% pour le Bangladesh d'après les chiffres cités. et qu'en est-il des grands partenaires commerciaux comme la Chine ou le Brésil? Alors, c'est là que ça devient encore plus spécifique. Pour la Chine, la publication note une suspension temporaire jusqu'au 10 novembre d'un tarif existant de 34%. Une fenêtre de négociation donc. Voilà, c'est l'interprétation. Pour le Brésil, par contre, la mesure a été beaucoup plus dure. Un tarif d'urgence additionnel de 40% a été imposé. La source lie explicitement cette décision aux accusations portées contre l'ancien président brésilien Bolsonaro. Ah oui.
L'impact sur les exportations de matières premières agricoles brésiliennes, le soja, le café, le sucre, a été immédiat et négatif. On voit bien le lien direct entre politique et économie. La source mentionne aussi une approche inédite concernant l'Inde. Oui, c'est un point assez technique, mais intéressant. L'analyse parle de tarifs secondaires de plus 25% appliqués à l'Inde. La particularité, c'est qu'il ne visait pas directement le commerce Inde-USA, mais spécifiquement le commerce entre l'Inde et la Russie. Vraiment? Oui, pour certaines marchandises, ça portait le tarif total à 50%. C'est présenté comme une sorte de précédent, une tentative de pénaliser indirectement les relations commerciales d'un pays tiers avec un autre pays sous sanction. Une escalade assez créative dans les mesures commerciales. Et pour achever le tableau, la fin d'une facilité bien connue des acheteurs en ligne? Tout à fait. Le 29 août, suspension de l'exemption dite de minimise. C'était une règle qui permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 $ d'entrer aux États-Unis sans payer de droits de douane. Et là, c'est fini. Sa suppression a eu un impact immédiat, perturbateur sur le e-commerce transfrontalier. La publication rapporte même que certaines compagnies de livraison ont temporairement suspendu leurs services vers les États-Unis face à l'incertitude et aux nouvelles contraintes. Ok, maintenant abordons le domaine qui a sans doute généré le plus de palpitations en août, les actifs numériques. C'est là que ça devient vraiment intéressant, comme on dit parfois. Ce flash crash, comment est-il décrit dans ASWA 94U? L'analyse décrit un événement assez violent, survenu le 25 août. Il aurait été déclenché par une vente massive de Bitcoin, estimée à 2,7 milliards de dollars, provenant d'une seule entité, une baleine dans le jargon crypto. Un détail fascinant relevé par Hop. Une partie significative de ces bitcoins n'avait pas bougé depuis plus de 5 ans. Incroyable! Cette vente soudaine a provoqué une chute très rapide du prix, de près de 117 000 $ à moins de 109 000 $ en quelques minutes. Et comme souvent dans ces cas-là, ça a entraîné une cascade de liquidation forcée sur les marchés dérivés, estimée à 550 millions de $. Une réaction en chaîne classique, mais toujours impressionnante. Quelle lecture la source fait-elle de la psychologie du marché à ce moment précis? Elle met en évidence une dichotomie assez nette. D'un côté, une vague de panique chez de nombreux investisseurs particuliers. Oui. De l'autre, une réaction très différente des acteurs institutionnels qui, selon l'analyse, ont profité de ces prix bas pour accumuler, pour acheter la baisse, le fameux « buy the dip ». C'est un schéma qui semble se répéter et qui témoigne d'une présence institutionnelle plus stratégique peut-être. Et comment le marché a-t-il digéré ce choc? Y a-t-il eu des signes de résilience ensuite? Oui, c'est l'autre aspect intéressant. Le Bitcoin a fini par se stabiliser autour de 112 000 $. L'Ethereum, lui, a fait preuve d'une résilience notable, se maintenant autour de 4 700 $. Il affichait même une progression de 9% sur la semaine, malgré la tourmente générale. Ah oui. Et on a déjà parlé de la performance insolente de Chronos, CRO, à plus 39,7%. Pour SA194U, tout cela pose la question de la maturité du marché crypto. Encore sujet à des chocs violents, rapides, mais capables aussi de rebond. Et surtout, marqué par cette interaction complexe entre la panique retail et les achats institutionnels. Au-delà des mouvements de prix, la publication d'Any Trader survole aussi les avancées technologiques qui façonnent le trading et la finance en août. Quelles sont les tendances clés qui ressortent de ce côté-là? Oui, c'est un tour d'horizon rapide mais instructif. Premièrement, l'intelligence artificielle, l'IA, dans le trading. Son adoption s'accélère nettement, aussi bien chez les institutionnels que chez les particuliers. Des outils comme Oli AI de Trade Ideas sont cités comme exemple. Mais, revers de la médaille, la source évoque aussi les préoccupations réglementaires émergentes concernant les risques de collusion algorithmique, par exemple. L'IA est partout, c'est sûr. Et le trading sur mobile, ça continue de progresser? Plus que progresser, c'est devenu dominant pour une partie du marché. L'analyse indique que le trading mobile représente plus de 70% de l'activité des traders particuliers. Plus de 70%? Oui. Les plateformes s'adaptent, deviennent plus sophistiquées, intégrant même des fonctionnalités avancées comme les commandes vocales sur MetaTrader 5. Les acteurs institutionnels doivent aussi intégrer cette réalité dans leurs offres, leurs interfaces. Et du côté des infrastructures, la blockchain, elle, continue de faire son chemin? Oui, l'adoption de la technologie blockchain pour les infrastructures de marché est une tendance de fond relevée. L'exemple cité est celui de la place financière de Monaco qui utiliserait la blockchain SEI pour l'émission et l'échange d'actifs tokenisés. L'objectif ultime poursuivi par beaucoup, c'est le règlement quasi instantané des transactions, le T+0. Le fameux T+0.
Voilà. Les institutions financières traditionnelles s'y intéressent de près, notamment via l'intégration de carnets d'ordre centralisés, les CLOB, performants, fonctionnant sur des blockchains. Pour les investisseurs particuliers, les bénéfices potentiels mis en avant sont une plus grande transparence et une réduction des coûts. Enfin, 2 autres domaines technologiques sont mentionnés, la RegTech et les prop firms. De quoi s'agit-il rapidement? Alors, la RegTech, c'est l'ensemble des technologies qui aident les entreprises financières à se conformer à la réglementation, un marché en pleine croissance, notamment avec l'utilisation de l'IA pour automatiser des tâches comme la vérification d'identité KYC ou la lutte contre le blanchiment d'argent AML. D'accord. Quant aux prop firms, les proprietary trading firms, ce sont ces sociétés qui fournissent du capital à des traders pour qu'ils opèrent sur les marchés. La source note que ces firmes investissent aussi beaucoup dans la technologie. Par exemple, en utilisant l'IA pour mieux gérer les risques de leurs traders ou en s'intégrant de manière plus fluide avec les plateformes de trading populaires. Très intéressant de voir comment la technologie irrigue vraiment tous les aspects du marché. Maintenant, revenons à la source elle-même. ESAW9-4U est publié par InnyTrader, une communauté qui, d'après la publication, prône une approche assez spécifique, basée sur la collaboration, la rigueur scientifique et une philosophie résumée par cette phrase « Si l'outil dont on a besoin n'existe pas, construisons-le ». C'est exactement ça. Et le bulletin ne se contente pas de l'affirmer, il donne plusieurs exemples concrets tirés de la vie de la communauté en août. Un exemple frappant est leur compétition interne de trading. Ce qui était valorisé avant tout, ce n'était pas le profit maximum, mais la méthode et la discipline dans la gestion du risque. Ah oui. D'ailleurs, les gagnants ont terminé avec une perte minime, mais parfaitement maîtrisée. Ce qui, dans leur philosophie, est plus révélateur d'une bonne approche que des gains spectaculaires, mais peut-être chanceux. Une approche assez contre-intuitive par rapport à l'image habituelle du trading. Ils développent donc réellement leurs propres outils. Oui, c'est au cœur de leur démarche. La publication mentionne spécifiquement le développement collaboratif d'un expert advisor. C'est un petit programme qui automatise une stratégie de trading sur MetaTrader appelée RevMedia. Cet outil a été créé pour mettre en œuvre et tester une stratégie proposée par un membre basée sur la divergence entre des moyennes mobiles exponentielles, EMA, et le VOAVP. Le prix moyen pondéré par les volumes. Exactement. C'est un cas d'école de la communauté qui identifie un besoin et construit la solution ensemble. Et cet autre outil mentionné AlgoPhare, basé sur l'IA pour l'analyse fondamentale, c'est une autre illustration de cette philosophie d'innovation interne. Un membre aurait développé cet outil pour systématiser et accélérer l'analyse fondamentale des actifs grâce à l'IA. Encore une fois, on voit cette volonté de ne pas dépendre uniquement des outils existants sur le marché, mais de créer les siens. Et il porte aussi un regard critique sur ce qui circule, notamment sur les réseaux sociaux, c'est ça? Absolument. La publication inclut une section baptisée Unidetective. En août, cette section s'est penchée sur une stratégie de trading devenue très populaire sur les réseaux sociaux, la stratégie ORB plus FVG, qui combine des concepts comme l'Opening Range Breakout et le Fair Value Gap. L'équipe d'Unidetective a réalisé des tests approfondis du backtesting de cette stratégie. Leurs conclusions, telles que rapportées, sont assez sévères. Ils ont mis en évidence un potentiel de drawdown, la perte maximale historique beaucoup plus élevée que ce que le battage médiatique laissait entendre. Ouais. Ainsi que d'autres risques cachés. Le message sous-jacent est clair. Méfiance envers les stratégies miracles vantées par certains influenceurs. Et la nécessité absolue de se baser sur des données, des tests rigoureux, avant d'adopter quoi que ce soit. Une démarche salutaire dans un environnement parfois bruyant, c'est certain. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, après cette exploration d'août à travers le prisme DS19 4U, quels sont les grands messages, les points clés à retenir pour un investisseur, un trader? La publication distille plusieurs points d'attention majeurs. Premièrement, l'idée que le dollar US est entré dans une phase de pression baissière. La grande question étant, est-ce que c'est tactique ou le début d'une tendance structurelle plus longue? D'accord. Deuxièmement, la confirmation que la rotation internationale des capitaux est une réalité tangible. Ça suggère, pour ceux qui construisent des portefeuilles, d'envisager une allocation potentiellement plus importante aux actions non américaines, notamment Europe, Asie, qui ont montré une meilleure performance relative. Le signal de la Fed et le risque géopolitique sont aussi centraux, j'imagine. Indispensable à intégrer, oui. Le pivot de la Fed, même prudent, est acté par le marché. Ça crée des attentes de baisse de taux qui influencent déjà les prix des actifs.
Quatrièmement, le risque géopolitique n'est plus une abstraction, il faut activement le gérer. Ça peut passer par une diversification vers certains actifs refuges ou une exposition accrue à des secteurs comme les matières premières, potentiellement bénéficiaires de ces tensions. Et un dernier mot sur les cryptos pour boucler la boucle. Le message principal qui ressort, c'est que malgré la volatilité toujours extrême, l'adoption institutionnelle se poursuit. La suggestion implicite de la source semble être de privilégier la qualité, les actifs les plus établis, comme Bitcoin et Ethereum, dans cet environnement encore turbulent, mais en maturation. Et enfin, ASA9 4U conclut en listant quelques catalyseurs potentiels à suivre de près en septembre. La prochaine réunion de la Fed, bien sûr, prévue du 15 au 17 septembre, d'éventuelles annonces budgétaires ou fiscales en Europe, les nouvelles données économiques chinoises, l'évolution toujours incertaine de la réglementation crypto, et bien sûr la suite des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Pas mal de choses à suivre. Clairement, août 2025 a été un mois dense qui a potentiellement redéfini certaines dynamiques de marché. Pour conclure notre discussion, peut-être une dernière pensée, une question ouverte pour stimuler la réflexion. En observant toutes ces évolutions rapides, concomitantes, décrites dans ASW9 4U, l'intégration fulgurante de l'IA, de la blockchain dans la finance, ce paysage macroéconomique bouleversé par le pivot des banques centrales, les tensions géopolitiques, commerciales exacerbées, on peut se demander, est-ce que la nature même du risque de marché n'est pas en train de subir une transformation profonde? Un changement qui irait peut-être au-delà de ce que nos modèles d'analyse traditionnels sont capables de saisir pleinement aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Voilà qui conclut notre exploration basée sur le premier numéro de ASW9 4U. Pour celles et ceux qui souhaiteraient creuser davantage ces sujets ou découvrir la communauté AnyTrader et son approche axée sur l'analyse rigoureuse, eh bien les informations de contact sont disponibles dans la description associée à cette discussion.